On y va. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être aussi nombreux aujourd'hui pour ce webinaire où nous avons le plaisir d'accueillir Luc Massou, conseiller scientifique et co-coordinateur des mesures 8, 9 et 10 du Coréal sur les ressources pédagogiques numériques au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace, et Yann Marchand, directeur du SCD de Nantes Université, pour un retour d'expérience du SCD sur la stratégie Open Education et ressources éducatives libres à l'échelle d'un établissement. Donc, ce webinaire s'inscrit dans une série de webinaires organisés par la commission pédagogie de la DBU dans le cadre du mois de l'éducation ouverte. C'est une série importante de webinaires qui traduit l'engagement de la DBU sur la question des ressources éducatives libres avec une présence de bibliothécaires assez importante au sein des groupes de travail et notamment des groupes de travail coréal. Yann Marchand a participé quand il était vice-président de la DBU au GT préfigurateur de la mesure 9. Aurore Cartier, aujourd'hui Chloé Dumas, participe au GT mesure 9 et mesure 10. Il y a pas mal de nos collègues conservateurs, conservatrices de bibliothèques dans des groupes de travail. Je pense notamment à Cécile Viatek, Christine Hollandorf ou Laure Delru, par exemple. Cet engagement des bibliothécaires, il est vraiment consubstantiel aux missions même des services documentaires de l'enseignement supérieur qui, rappelons-le quand même, contribuent à l'activité de formation et de recherche des établissements. Dans les missions telles qu'elles sont définies dans le Code de l'éducation, on retrouve les notions d'éducation ouverte et de ressources éducatives libres dans quand même 4 des 8 missions confiées au SCD. La mission d'acquérir, signaler, gérer, communiquer des documents et des ressources d'information sur tout support, la mission de développer les ressources documentaires numériques, de contribuer à leur production, à leur diffusion, à leur signalement, la mission aussi de favoriser par l'action documentaire toute initiative dans le domaine de la formation initiale et continue, et puis la mission de former les utilisateurs à un emploi aussi large que possible à toutes les sources d'information. Donc ce webinaire organisé aujourd'hui, il a pour objectif de redire et de montrer la place des bibliothèques dans le dispositif d'ensemble de l'open education et des ressources éducatives libres. Et j'espère que ce premier séminaire vous incitera à suivre le deuxième webinaire organisé jeudi sur les actions et les engagements des BU en faveur des REL, et j'espère aussi qu'il vous incitera à participer le plus possible à la semaine Relaton organisée le 23 mars pour déposer et rendre visible auprès de la plus large communauté possible les ressources éducatives libres produites par les bibliothécaires au sein des établissements. Voilà. Et donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Luc Massou et ensuite à Yann Marchand. Merci beaucoup pour votre participation et the floor is yours. Merci beaucoup merci beaucoup à vous et puis bien sûr pour l'invitation parce que comme on venait de le dire juste avant de commencer, il y a une nécessité de communiquer davantage sur ces actions et je vais essayer de résumer un petit peu où on en est actuellement et dans quel contexte on est sur les travaux qui sont menés au sein de la DGCIP et dans lesquels bon voilà plusieurs membres des personnels de bibliothèque sont déjà bien présents, hein, vous les avez cités en introduction. Alors, je vais partager juste mon support de manière à ce que ce soit. Voilà. Non, je vais le mettre en mode. Peut-être Je ne sais juste pas si vous profiter le de ce voyez temps, correct. Ouais. d'installation du support Oui. pour dire que, bien sûr, on est là aussi pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Du coup, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, dans le chat. Bien. Est-ce que vous voyez correctement mon diaporama? Oui, très bien. Oui, très bien. D'accord. Voilà, donc je l'enverrai, hein, je l'enverrai à Chloé de manière à ce qu'effectivement il puisse circuler. Enfin, il y a aucun problème évidemment pour que il puisse circuler. Il y a juste une erreur de logo, donc voilà, c'est un petit détail, mais il manque espace. Bon, j'ai pas réussi à retrouver le nouveau gabarit comment dire, des diaporamas du ministère.
Donc, ce que je vais faire, alors je vais repasser assez vite hein, sur l'introduction parce que je pense que les définitions sont pas forcément, alors je sais pas à quel, si elles sont encore nécessaires ou pas, mais c'est vrai on a bien pris conscience dans le cadre du travail de ces différentes mesures du Coréal sur lesquelles je vais revenir que la question des définitions est quand même importante pour les collègues, en tout cas, je parle bien pour notamment les collègues enseignants, pour qui c'est pas forcément un terme, et pour les gouvernances également des établissements, pour qui la notion d'éducation ouverte n'est pas forcément parlante, même si on a bien sûr capitalisé sur la science ouverte et on peut assez facilement expliquer que c'est le versant du côté pédagogique, mais qui a quand même des spécificités bien particulières. Voilà, donc rappelez, donc là j'ai repris ce que la Fabrique Rel a très bien schématisé justement dans une ressource éducative libre. Donc l'important, donc c'est vraiment la question des licences ouvertes qui sont associées à la ressource qui sont importantes parce que sinon tout support qui peut être utilisé par un enseignant, tout matériel d'enseignement ou d'apprentissage serait par définition une ressource éducative libre. Or elle ne l'est que si elle a cette licence ouverte associée qui sont très majoritairement actuellement des Creative Commons et qui permettent de rentrer dans les fameuses 5 R qui sont schématisées en bas à gauche, en sachant que bon, actuellement, on est conscient que c'est les trois premiers qui sont, enfin les deux premiers plutôt, qui sont les plus fréquents dans les pratiques qu'on peut observer et que la littérature peut observer, et que c'est vraiment l'enjeu est vraiment d'arriver à aller au bout de ce cycle de vie des ressources avec les trois R suivants, celui de la révision, du remixage et de la redistribution. Donc là, on sait qu'il y a un palier. Bon, en gros, les REL, les gens les récupèrent, mais après, on n'arrive pas forcément trop à savoir ce qu'ils en font ou à les tracer correctement, et elles ne sont pas forcément révisées pour être remodifiées et redistribuées pour être remises en circulation. Donc ça, c'est un point sur lequel on a pu notamment insister dans un des premiers livrables de la mesure. Euh, Alors, quand on a volontairement sur la mesure 10, sur laquelle je vais revenir après, on est passé vraiment de la notion de REL à la notion d'éducation, mettre dans un cadre plus large, pour ne pas focaliser uniquement sur l'approche par la ressource. Et ça, c'est important aussi parce qu'elles s'inscrivent dans une logique plus globale voilà, qui est schématisé par exemple hein, par ce schéma qu'on a repris également dans nos livrables, qui sont des questions également de reconnaissance de ces pratiques de création, de diffusion, de redistribution de réels, des questions spécifiquement de contenu, des questions qui sont liées à la recherche qui est faite sur les réels. Bon, vous avez eu l'information comme quoi, la chaire Relia de Nantes Université a lancé pas plus tard que mercredi dernier, donc le premier webinaire qui sera sur la recherche francophone sur les REL, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de trous dans la raquette et que la communauté francophone, quelle que soit sa discipline, hein, c'est pas une approche disciplinaire, donc c'est pas uniquement évidemment réservé aux sciences de l'éducation et de la formation, mais c'est vraiment toute discipline concernée. Et on sait qu'il y a des informaticiens, qu'il y a des travaux en sciences de l'information, de la communication, enfin voilà, qui dépassent très largement les sciences de l'éducation, qui travaillent sur ces sujets, mais c'est une communauté qui est encore relativement petite, qui est pas forcément structurée, et qui a pas de lieu où elle se retrouve, avec lequel elle peut échanger ses résultats. Donc voilà, le lien avec la recherche est évidemment très important. Et puis il y a des questions qui vont jusqu'à la stratégie d'établissement. Donc ce qui est un des objectifs de la mesure 10 sur laquelle je vais revenir, voilà, pour voir comment ça peut prendre place dans une stratégie d'établissement et comment ça peut être intégré pleinement dans les missions d'un certain nombre de services, services d'appui ou services centraux qui vont venir en appui des équipes pédagogiques pour faire davantage d'éducation ouverte. Pour terminer sur ces questions de définition, donc deux notions quand même clés qui sont quand même liées aussi à la question des REL. Alors celle des pratiques éducatives libres sur lesquelles il n'y a pas une définition forcément stabilisée dans la littérature, mais l'idée, en parlant de PEL, enfin, ou de Open Educational Practices en anglais, c'est l'idée voilà, en gros, c'est les pratiques pédagogiques, donc c'est plutôt tourné vers les enseignants, mais ça peut aussi inclure éventuellement des pratiques d'apprentissage chez les étudiants qui vont avoir recours à cette dynamique des ressources éducatives libres et de la co-conception, de la collaboration, du partage, de redistribution, de l'ouverture, etc. Donc là, il y a vraiment un manque, par contre, très très important de littérature scientifique, de données
scientifiques sur ces questions des PEL, qui sont encore, enfin, en tout cas, dont on entend beaucoup moins parler que la question des REL. Et également la question des communs, où il y a des fois comment dire, un mélange qui est fait entre les REL et les communs. Une REL n'est pas obligatoirement un commun, même si elle a évidemment potentiellement dans son ADN, elle est faite pour devenir un commun. Mais quand on prend la définition, là encore, qui est partagée, on va dire, par la communauté scientifique, hein, un commun, c'est à la fois c'est aussi des règles qui encadrent ses usages, et c'est une communauté qui la fait vivre, qui la pérennise, qui s'auto-organise pour la faire vivre dans un cadre qui est voilà, démocratique et collectivement négocié. Donc là aussi, on a des règles qui peuvent ne pas faire communauté, donc qui vont être partagées, mais ils ne vont pas ensuite s'insérer dans une communauté. Et ça, il y a un enjeu effectivement à ce que les règles deviennent des communs, parce que l'objectif, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure avec le cycle de vie, c'est vraiment d'arriver à ce que ça rentre dans un cercle vertueux de modification et de redistribution. Euh, autre élément toujours de cadrage général, mais c'est pareil, je vais passer vite parce que je pense que c'est des choses que vous savez déjà, mais en tout cas par rapport à l'engagement du ministère sur ces questions d'éducation ouverte, hein, alors même si elles se formalisent de manière plus explicite dans la stratégie numérique du Coréal qui a été lancée en 2023, en fait on a un engagement, et là c'est reconnu au niveau international, qu'on a un écosystème qui est quand même relativement unique dans le monde, hein, le fait d'avoir des portails thématiques numériques qui sont dédiés à la valorisation de ces ressources, donc qui sont maintenant coordonnés, il y en a 6, donc qui sont coordonnés par une association dédiée, l'Université numérique, 2 qui se sont autonomisés, qui ont voulu sortir de cette association, hein, donc qui est l'UNT en droit et en sciences. Alors on a de nouveau des échanges avec Uniciel assez récents, pour voir si à un moment donné ils vont pas réintégrer l'université numérique. Par contre, bon, avec les juristes, le dialogue est compliqué. Mais il faut savoir que les financements ministériels ne sont que sur les 6 qui sont donc membres de l'université numérique. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un financement par convention qui est fléché uniquement sur les 6 premières et pas les 2 qui se sont autonomisées. On les a prévenus, hein, quand elles sont sorties de l'université, on leur a dit attention, ça veut dire il y a plus de soutien financier du ministère. Bon, elles arrivent quand même à faire sans ce financement. Et ce conventionnement, il est triannuel, enfin il est sur une convention pluriannuelle de 3 ans qui est renouvelée. Donc là, on est justement dans l'année où on va renouveler la convention pour 2027 et au-delà. Donc j'y reviendrai un petit peu après. Les autres plateformes, voilà, qui font partie aussi de l'écosystème, même si elles ne produisent pas forcément des règles au sens strict, sont les plateformes Funmook et Canalu, et également des projets dont vous avez certainement également entendu parler, qui est le projet Fun Ressources qui avait été lancé suite à la Covid, donc pour aider les établissements à hybrider leur formation. Donc c'est un portail qui flèche des règles par entrée disciplinaire et par filière de licence, enfin en tout cas de niveau bac+3, hein, but et licence. Donc, qui permet de gagner du temps, en fait, pour un enseignant qui ne sait pas où trouver une ressource pertinente par rapport à une première année de sociologie, par exemple. Il va retrouver des ressources qui sont présélectionnées dans les catalogues des UNT pour le flécher vers ces ressources. L'Université numérique a créé un Moodle qui est complètement compatible avec les Moodle de nos établissements, c'est-à-dire que c'est de la fédération d'identité. Donc, en fait, vous vous connectez à ce Moodle pour simplement récupérer des REL, donc c'est des cours Moodle complets qui sont donc stockés dans ce Moodle national, qui ne vous demande donc aucune identification nouvelle puisque vous y entrez avec votre identification d'établissement, et vous pouvez, si le cours vous intéresse, le récupérer, vous le téléchargez, et ça vous permet de le réintégrer dans votre propre Moodle, parce qu'on sait que Moodle, c'est quand même la plateforme la plus utilisée par les universités françaises, et donc ça facilite véritablement la réappropriation d'une REL. Et après, évidemment, l'enseignant a le loisir de la modifier comme il le souhaite, puisque c'est une REL. Voilà, donc là, c'est un modèle qui est alimenté en continu par des ressources éducatives libres. Et UVED, donc récemment, coordonne, donc l'Université du numérique qui est sur le développement durable, coordonne un pôle national de ressources pour la transition
écologique et le développement soutenable. Donc ça, c'est pour l'obligation de former tous les étudiants de licence aux enjeux de la transition écologique. Donc c'est une UNT qui est en charge de coordonner ce pôle et qui se trouve sur le site du VED. Vous avez une section TEDS qui est dédiée à ce pôle, qui s'adresse aux étudiants, aux enseignants, mais aussi au personnel d'appui et aux établissements, toujours en fléchant des ressources ouvertes, alors qui sont des ressources d'accès libre, qui sont pas forcément toutes des réels au sens strict, c'est-à-dire qui sont pas forcément toutes modifiables, mais par contre qui sont dans une logique d'accès ouvert. Voilà. Et nous, on est attentif au niveau de la DGSI pour tous les grands appels à projets. Donc, par exemple, actuellement sur l'IA, sur les clusters IA, on crée des groupes de travail interprojets pour les mettre en commun, tout ce qui peut être mis en commun. Donc, pour les pousser à mutualiser en fait leurs résultats. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel aussi je vais revenir, parce que ça fait partie des recommandations sur lesquelles on voudrait que ce soit marqué plus clairement dans ces appels à projets nationaux. Pour les prochains appels à projets nationaux, quand il y en aura, notamment ceux de France 2030. Et enfin, à savoir que donc en février, donc il n'y a pas plus tard qu'il y a un peu moins d'un mois, donc un rapport a été remis sur des projections de scénarios pour une convergence des opérateurs numériques nationaux de ressources pédagogiques, donc notamment Fun et les UNT, mais pas que. Il y a aussi Canalu qui est concerné. Donc là, c'est Olivier Merlet qui a rendu ce rapport. Donc c'est le président de Fun et de l'Université numérique qui a été chargé de cette mission. Il a consulté tous les opérateurs concernés et il a proposé 4 scénarios à la DGCIP qui maintenant doit prendre position par rapport à justement cette mission. Donc c'est une mission, celle qui a amené à la fusion de l'AMU avec le CINES et, euh, et, euh, et le donc c'était CINES, AMU et il y en a un Et la troisième baisse. et la BES, voilà. C'est ça, merci. Voilà, même si maintenant le CINES a pris a priori bon, enfin il y a des petits changements, mais en tout cas c'est les deux missions de convergence avaient été faites en même temps, sauf qu'il y en a une qui amène à une fusion et vraiment à la création d'un nouvel établissement, alors que là on est plus sur une réflexion autour de fédération d'opérateurs. Hein, c'est pas des fusions d'opérateurs qui vont en découler. Enfin, ça serait vraiment le scénario extrême, mais je pense que c'est pas réaliste pour différentes raisons. Mais voilà, l'idée c'est quand même qu'ils mutualisent davantage un certain nombre de services support dans la mesure du possible. Donc c'est des choses qui sont sur la table au niveau de la DGCIP depuis en ce moment. Enfin, c'est vraiment des discussions qu'on a en ce moment. Voilà. Et pour terminer par rapport à des éléments de contexte, donc sur l'éducation ouverte elle-même, donc que c'est une dynamique internationale. Donc comme vous le savez, l'UNESCO est très moteur par rapport à ça. Donc il y a des politiques et des sommets mondiaux qui existent. Il y a un portail dédié à la question des ressources éducatives libres. Et pour des exemples récents sur lesquels on est engagé aussi, notamment l'initiative passerelle de l'UNESCO qui est pour mettre en avant les plateformes d'apprentissage numérique et faire en sorte qu'elles soient connues à l'échelle internationale. Donc c'est des visites qui sont faites par des pays qui ont engagé une initiative par rapport à ça. Donc là, la prochaine visite, par exemple, sera en Finlande au mois d'avril. Bon, j'espère pouvoir. Enfin, j'ai été invité, mais je dois avoir la validation du ministère pour pouvoir y aller. J'espère que je pourrai y aller. Et donc, voilà, les pays peuvent librement adhérer à ce projet et faire en sorte de. Donc, c'est plus du réseautage et du partage d'expériences. Et Spark Europe a également lancé une initiative relativement qui est assez proche aussi, qui s'appelle Connecting the Open Hubs, qui a été lancé également avec je pense, des résultats qui vont être apparents en 2026. Euh, alors maintenant, pour venir sur la stratégie numérique du ministère, donc on est sur une feuille de route donc numérique qui nous engage jusqu'à 2027. Elle est vraiment pensée dans une logique complètement bottom-up, pardon. Donc c'est un comité. Alors le sigle est facile à lire, mais par contre la déclinaison elle est un peu moins. Donc, comité numérique pour la réussite étudiante et l'agilité des établissements. Bon, on parle du Coréal. Il y a maintenant une page web qui, heureusement, est disponible sur le site du ministère elle n'était pas au début, mais elle l'est maintenant, qui vous décrit 26 mesures dans lesquelles, donc, trois mesures concernent les ressources pédagogiques et 2 sont plus spécifiquement sur la question des REL et de l'éducation ouverte. Mais le principe de ce comité, donc, il se réunit tous les 4 mois environ, c'est vraiment de lancer des mesures dans une approche complètement bottom-up, c'est-à-dire qu'en fait, on définit un certain nombre de contributeurs en associant les acteurs concernés par rapport aux mesures en question.
on les consulte, et c'est suite à ces consultations qu'on fait remonter au Coréal donc des propositions de recommandations. Donc ce qu'on appelle les livrables, qui sont des livrables de recommandations. Et ensuite, une fois que c'est validé par le Coréal, en sachant qu'autour du Coréal, donc, comme vous le voyez, il y a des représentants des principaux, on va dire, collectifs qui sont concernés par les questions numériques. Donc ça va des vice-présidents d'université aux représentants des DSI, des DGS, du CNUS, enfin de la Direction nationale du numérique éducatif, etc. Une fois que cette validation est faite, c'est à charge au réseau, donc à ces réseaux, de faire circuler ces livrables. Donc, ce qui explique que par rapport aux livrables que j'ai pu coordonner et que je suis en train de coordonner, ils circulent en fait par le réseau, mais c'est pas le ministère qui communique directement dessus. Bon, ça c'est un choix de communication qui a été fait bon, voilà, qui, je pense, atteint un peu ses limites, mais malgré tout, c'est comme ça que ça a été défini. Et selon les actions, on définit une durée plus ou moins longue pour les différentes actions. Donc, dans ces 26 mesures, il y en a deux donc, qui sont sur l'éducation ouverte, plus spécifiquement. Donc, la première sur la visibilité et l'interopérabilité des ressources pédagogiques en favorisant les REL, qui a donc abouti à un livrable en 2025, et celle sur laquelle on est en train de travailler sur la stratégie nationale pour l'éducation ouverte. Donc là, moi, je suis en association, c'est toujours des binômes de coordinateurs qui sont derrière chaque mesure. Donc là, en l'occurrence, je suis associé enfin, j'étais associé à Pierre Boulet comme représentant de l'association des VPNU, mais maintenant c'est Céline Joiron qui a pris le relais depuis le début de l'année, puisque Pierre a changé de fonction. Et on fait appel à des contributeurs, donc c'est ce qui a été évoqué en introduction. Donc il y a bien sûr des réseaux qui sont liés aux bibliothèques, hein. Donc on a la DBU, Couperin, l'ABES, Liber et Spark Europe, et des services communs de documentation aussi de deux universités qui ont été sollicités pour contribuer à ces deux mesures et réfléchir aux actions à mener. Et on a aussi des opérateurs de mutualisation, donc Fun, Université numérique, des réseaux de VP et des réseaux de services d'appui à la pédagogie. Donc l'AIPU France a été sollicité également. Et à partir de là, donc on se réunit en amont, on se met d'accord sur en fait des consultations d'experts, donc on se met d'accord sur un guide d'entretien commun. Et ces questions nous permettent d'aller donc alors là on fait entre 20 et 25 entretiens en moyenne, hein, par mesure. Donc c'est auprès comment dire, d'acteurs qui sont très variés. Alors pour la mesure 9, on était beaucoup sur de la francophonie et beaucoup plus nationaux. Sur la mesure 10, on a été regardé beaucoup plus aussi à l'international. Donc ça veut dire on a regardé des politiques en éducation verte, pardon, qui étaient dans différents pays comme la Belgique, le Pays-Bas, l'Irlande, l'Allemagne, etc. Enfin, il y a beaucoup de pays qui réfléchissent à des mesures similaires, ou voire qui ont déjà engagé des politiques similaires. Et donc l'objectif est de produire un livrable, dans un premier temps, un livrable à la fin de chacune de ces mesures. Donc pour la mesure 9, c'est vraiment des recommandations un peu plus techniques qu'on a mis dans le livrable final, qui sont vraiment sur des questions d'indexation, de format, de licence, de cycle de vie des REL, de métadonnées. Donc on est quand même sur des recommandations, je les présenterai rapidement tout à l'heure, mais vous les avez dans le livrable qui est maintenant disponible sur Zenodo. C'est un premier pas de réflexion qui a été fait avec des mesures précises pour se mettre d'accord en gros sur des standards, enfin, en tout cas sur des bonnes pratiques par rapport à la façon de concevoir une REL et de la documenter, de la décrire. Sur la mesure 10, on est beaucoup plus sur une mesure politique, enfin, qui prend, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'éducation ouverte de manière beaucoup plus large. Et donc là, ce que je vous ai mis dans le diaporama, c'est vraiment les champs sur lesquels enfin les items par rapport auxquels on a mené nos entretiens. Donc ça va sur la façon dont on sensibilise, on communique sur l'éducation ouverte. Ça concerne les aspects de financement, de partenariat, de développement professionnel des personnels, pas que les enseignants, hein, aussi les personnels d'appui, de la reconnaissance de cet engagement, du lien avec la recherche et des politiques de gouvernance, de soutien au pilotage de stratégies d'éducation ouverte dans les établissements. Donc ça, c'est tous ces items-là qui ont été interrogés. Donc là où est-ce qu'on en est actuellement, alors il faut toujours, quand on a ce livrable donc qui est finalisé, qui soit validé par la réunion du Coréal qui suit.
Là, on a validé donc le livrable de la mesure 9 en février 2025, donc c'est pour ça qu'il circule. Et qui va mieux circuler depuis qu'il est sur Zenodo. Effectivement, il n'était pas sur Zenodo au départ, donc maintenant il a un DOI. Enfin voilà, c'est un document qui est plus facile à citer et qui est sur une archive pérenne, ce qui n'était pas le cas au début. Euh, pour le livrable de la mesure 10, on est en train d'y travailler, donc on a prévu, on a un engagement bon, qui reste à confirmer, mais qui est quand même a priori de le présenter pour le prochain Coréal qui sera prévu fin mai ou peut-être début juin. Donc on se prépare à une présentation dans à peu près deux mois de ce livrable, qui sera un livrable de recommandation, puisqu'on n'a plus à revenir sur les éléments de définition, de données plus documentaires qu'on a mis dans le premier livrable, hein, qui a une visée documentaire un peu plus forte avec les définitions, les acteurs, les plateformes qui sont derrière les REL. Donc ça, on n'a plus besoin de le faire, on peut aller directement à la question des recommandations. Donc ça, c'est une première validation qui se fait dans le Coréal. Et ce qui suit juste après, donc c'est pas en même temps, c'est le Coréal suivant. Donc là, ça a été en juin pour la mesure 9. On valide un plan d'action. Et donc ce plan d'action, en fait, on rentre dans le concret de la mise en œuvre. C'est-à-dire qu'une fois que le livrable est validé, on regarde ce qu'il faut, quelles sont les actions prioritaires et quels sont les financements dont on a éventuellement besoin. Donc là, c'est pareil, c'est quelque chose qui n'est pas visible pour vous, mais qui est bien présent pour nous là dans la suite de la mesure 9. Donc il y a deux guides qui sont coordonnés par l'Université numérique qui va faire appel à différents auteurs qui vont concerner la dimension juridique des licences, parce qu'on sait que c'est un frein important, et la question des métadonnées, c'est-à-dire la façon dont on décrit les REL. Donc pour faire deux documents de référence sur la gestion des droits et la question des métadonnées et de la description des ressources. Donc ça, c'est et la façon dont on les expose. Donc ça, c'est deux guides qui vont sortir pour le deuxième semestre de cette année. Et on a à côté de ça un outil qui va faciliter la gestion de l'indexation et de l'exposition des ressources, hein, en sachant qu'on s'est mis d'accord sur une double exposition dans deux formats qui étaient le Suplom FR et une sortie en RDF. Donc là, on est en train de encore discuter avec l'opérateur le prestataire qui va réaliser ce travail. Mais l'objectif, pareil, est d'avoir une sortie pour la fin de l'année. Donc, ce qui fait ça crée quand même, voilà, c'est des verrous qui sont importants et ces communs seront à disposition de tout le monde. C'est-à-dire, ça pourrait être utilisé par les opérateurs de mutualisation, ça pourrait être utilisé par des bibliothèques, ça pourrait être utilisé par des services d'appui à la pédagogie, par des établissements. Enfin, ça sera vraiment quelque chose qui sera accessible pour tout le monde. Voilà, donc ça, c'est dans les tuyaux, c'est en train de se faire. Et on aura après, ce plan d'action n'est pas terminé en 2026, on aura un deuxième temps en 2027 pour continuer à poursuivre. Sur la mesure 10, donc comme je l'ai dit, bon, le livrable n'est pas encore validé, mais il suivra évidemment un plan d'action. Alors le plan d'action va consister, si le livrable est validé, à mettre en place un comité pour la mise en œuvre. Donc c'est une des pistes qu'on a, parce qu'en gros, on est un peu là en miroir de ce qui s'est passé pour la science ouverte, alors à une échelle peut-être moins large en termes de on ne sait pas encore, mais en tout cas, on s'appuie évidemment, enfin, on prend évidemment exemple sur ce qui a été fait pour la stratégie nationale en sciences ouvertes et également sur ce qui a été fait pour la politique d'ouverture des données sur recherche. Donc, c'est des démarches qu'on regarde et que pourront inspirer la comitologie de la mesure 10. Voilà, avec l'enjeu de communiquer davantage sur ces mesures. En termes de financement, donc alors ça a été maintenant stabilisé, ça a été annoncé en Coréal, mais c'est maintenant, ça va être opérationnel pour cette année. C'est que ils ont annoncé donc en Coréal qu'il y aurait un prélèvement de l'ordre de quelques millièmes de la dotation globale des établissements pour dégager une enveloppe. Hein, donc ça représente très peu par rapport aux établissements pris isolément. Par contre, quand on le met à l'échelle nationale, ça dégage un budget qui permet de financer les mesures. Voilà, donc ça, c'est c'est un point important aussi, la question du financement. Voilà, donc c'est quelques millièmes de la dotation globale affectée aux établissements qui crée une poche disponible pour les mesures, pour financer toutes les mesures du Coréal, hein, pas celles-là seulement, mais justement les fameux plans d'action, quand il y a besoin de financement.
Alors pour les résultats auxquels on arrive, donc sur la mesure 9, donc le document est à votre disposition. Donc j'ai juste là repris dans la slide les 12 recommandations, enfin pour vous donner un aperçu de ce que ça recouvre. Donc voilà, alors, on est encore une fois sur une mesure plus technique qui va beaucoup plus parler au niveau de notamment de la question du cycle de vie de la ressource, de ces processus de validation, des indicateurs d'usage, de la question des licences, de l'encadrement juridique de ces ressources, euh, de sa documentation. Alors le point sur la documentation est clairement un point qui est en lien aussi avec ce qui concerne directement les bibliothèques sur les questions d'indexation, de métadonnées, d'utilisation d'identifiants pérennes, enfin tout un tas de choses qui ne sont pas faites encore suffisamment actuellement. Elles sont partiellement décrites et pas toujours de manière homogène. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à fixer des standards. Et les deux guides qui vont être produits vont venir en soutien de ces recommandations pour justement faire des documents de référence au niveau national pour que on ait une fois pour toutes quelque chose qui soit les bonnes pratiques par rapport à ça. Et les questions d'accessibilité également pour faire des documents qui soient accessibles au sens de l'accessibilité de la ressource. Voilà, donc ça c'est les recommandations de la mesure 9. Et pour vous donner un aperçu de la 10, par rapport à ce sur quoi on est en train de travailler, alors c'est des choses en cours, donc je vous ai mis deux diapos qui sont des diapos de work in progress, comme on dit. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on est encore en train de discuter avec le groupe des contributeurs. Hein. On a eu encore une réunion hier, enfin une première réunion hier justement pour faire cette synthèse et on va en avoir encore deux autres pour arriver au bout de la liste. Donc là, par exemple, alors il y a à la fois des recommandations qui vont porter pour la mise en place donc d'une stratégie nationale en éducation ouverte sur la question du modèle économique. Sur la façon dont l'éducation ouverte est présente ou pas dans les fiches de mission des personnels d'appui. Donc je rejoint un petit peu ce qui a été dit par Sandrine Gropp en introduction par rapport au code de l'éducation ou aux fiches de poste qui sont dans les BAP. Enfin, voilà, voir est-ce que finalement ça apparaît de manière suffisamment explicite ou est-ce qu'il faut pas, voilà, est-ce que c'est déjà présent aussi et si ça ne l'est pas, s'il n'y a pas des possibilités de faire évoluer ces fiches à minima dans les recrutements qui sont faits par les établissements, hein, pas les BAP, c'est peut-être un processus plus long de mise à jour, mais par contre, dans les fiches de poste qui sont au moment des recrutements, ça, les établissements ont quand même peuvent adapter ces fiches. S'inspirer d'un modèle de fonctionnement et qui est celui des ateliers de la donnée qui a fonctionné voilà, par un peu par tâche d'huile, par des ateliers sur le territoire qui mélangeaient des acteurs différents pour faire en gros prendre qu'il y ait une dynamique qui se crée, mais de manière délocalisée en ne focalisant que pas sur un seul type d'acteur. Donc de vraiment mettre autour de la table tous les acteurs concernés par le sujet et de fonctionner de cette manière-là et de financer ce type d'atelier. Des Voilà, des réflexions qu'on a aussi sur le fait de comme c'est fait sur la science ouverte avec les projets ANR, de rendre obligatoire la création de REL à partir du moment où on a un appel à projet qui finance des projets pédagogiques et qui donc exige du coup que ce soit des REL qui soient livrés en bout de chaîne. Hein. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même pas marquées de manière suffisamment explicite dans les appels d'innovation pédagogique, hein, et j'en ai suivi un certain nombre. C'est toujours quelque chose qui n'est pas voilà, dit de manière suffisamment explicite. Et donc, il y a certainement des marges de manœuvre pour améliorer ces choses-là. Voilà, des questions de comment acculturer les gouvernances à la mise en œuvre de stratégies en faveur de l'éducation ouverte. Bon, on sait que, par exemple, un établissement comme Nantes, on a fait une stratégie d'établissement, mais d'autres établissements qui voudraient faire la même chose, ou qui voudraient donner en tout cas s'investir fortement dans l'éducation ouverte, comment on fait, enfin, quels sont les leviers, enfin, et comment accompagner ces établissements. Voilà, donc je vous en ai mis d'autres. Hein, je vais peut-être pas, on pourra peut-être échanger directement sur la suite, mais bon, l'engagement dans les carrières, le fait de considérer une réelle commune publication, travailler sur des référentiels et faire un équivalent du baromètre sciences ouvertes pour l'éducation ouverte avec toute la difficulté des indicateurs qui sont qui sont plus compliqués à définir pour les REL.
Voilà. Et pour terminer, donc sur des freins dont on est conscient, donc il y en a un certain nombre. Alors je vous recommande vraiment de suivre les publications de la chaire Relia, qui a lancé un blog sur les 16 obstacles à franchir pour l'éducation ouverte, hein, qui sont en regard des 23 bonnes raisons de faire de l'éducation ouverte qu'ils avaient fait l'année dernière. Donc là, ils ont lancé un nouveau cycle de 16 articles de blog avec des interventions de gens de très divers, enfin de profils très divers et très internationaux. Moi, je vais publier le blog qui sera sur la question de l'obligation, mais il y a plein d'entrées qui sont typiquement des questions, des obstacles qu'il faut qu'on franchisse et qui sont vraiment liés à la culture professionnelle des enseignants-chercheurs. Hein, donc là, on sait voilà, que ce qui fonctionne en sciences ouvertes ne va pas se transposer comme ça de manière automatique et pour l'éducation ouverte parce que on a une vision beaucoup plus centripète quand on raisonne en pédagogie, c'est-à-dire on raisonne par rapport à des besoins très locaux qui sont dans son département, son établissement, son territoire. On n'a pas forcément cette idée de partager, de diffuser largement ce qu'on produit en termes de ressources, alors qu'en science, c'est l'inverse. On a tendance à écrire et publier pour que ce soit connu par le maximum de monde en dehors de notre périmètre d'activité professionnelle. Donc là, il y a des questions de culture sur lesquelles il faut agir et c'est des choses qui vont prendre du temps, forcément. Et c'est pas une translation de la science ouverte vers l'éducation ouverte. On a quand même des cultures professionnelles et des identités professionnelles qui sont pas les mêmes en sciences et en pédagogie. Euh, voilà, il y a d'autres freins qui sont liés au fait que ce sont des ressources compliquées à concevoir, hein. C'est une publication scientifique, c'est relativement simple au sens où voilà, on peut le faire de manière autonome, on n'a pas besoin forcément d'accompagnement. Quand on crée une REL, on a besoin beaucoup plus d'accompagnement pédagogique, numérique, sur les aspects documentaires, enfin, sur les aspects liés au droit d'auteur, enfin, des données qu'on utilise, enfin, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent et c'est pas un processus simple. Et c'est un processus qui, de toute façon, est encore relativement méconnu. Voilà. Et puis d'autres freins que j'ai évoqués tout à l'heure, hein, sur les travaux scientifiques qui sont encore incomplets et les indicateurs d'usage qui sont pas faciles à définir. Les universités numériques thématiques ont toujours eu des difficultés parce que, ben, comme par définition, c'est une ressource ouverte, elle circule évidemment très librement et à un moment donné, on perd sa trace et on a du mal à la tracer correctement. Alors c'est en partie lié au fait qu'elle est mal décrite, hein, mais en tout cas, voilà. Voilà, donc pour terminer sur la position des bibliothèques, on voit bien dans tous les résultats qu'on a obtenus et les entretiens qu'on a pu mener que on voit que c'est quelque chose qui est vraiment qui fait écho à vos missions. Alors dans le prolongement de la science ouverte, mais encore une fois, il y a un cas particulier sur l'éducation ouverte, mais on est bien sur des valeurs similaires sur lesquels, bon, je pense que vous êtes tous déjà convaincus. Donc, quelque part, on sait que sur les valeurs et principes que ça porte, c'est bien la même chose. Par contre, après, il y a toute la question de la spécificité des règles que je viens d'évoquer. Et là, sur des questions d'indexation, de mise en visibilité des ressources, de formation de formateurs, d'accompagnement sur des questions de création de la ressource, mais sur la partie documentaire, on va dire, de la ressource, et même dans la production de réel, on voit que les personnels de bibliothèque sont des acteurs qu'il faut absolument, enfin, qui sont très importants à prendre en compte. Et on voit que la dynamique, elle est en train de se structurer et votre webinaire en est la preuve. Voilà, il y a encore un enjeu d'améliorer ces métadonnées et puis d'interconnecter les catalogues de REL avec ceux des bibliothèques, hein. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas fait actuellement et qui fait partie des objectifs qu'on souhaiterait atteindre. Mais ça suppose on les décrit d'une façon qui est homogène et qui est interopérable avec les pratiques qui sont celles des autres ressources que vous avez dans vos catalogues, notamment pour améliorer également leur citabilité. Voilà, donc pour essayer de faire de manière relativement synthétique, mais où est-ce qu'on en est par rapport à ces réflexions, et en espérant que ben, bien sûr tout ça fera l'objet de validation prochaine et qu'on pourra entrer dans la phase du plan d'action. Un très grand merci Luc pour ta présentation. Je pense que c'était vraiment très intéressant pour toutes les personnes qui participent à ce webinaire d'avoir ce point d'actualité stratégique et politique. Je pense que les niveaux d'information étaient sûrement assez variés. Donc là, il y avait Oui. énormément d'informations à prendre. Merci beaucoup pour ça.
Du coup, il y a plusieurs questions qui ont été posées, donc je me permets de les relayer. Sur la question peut-être d'abord du financement Oui. des mesures du Coréal et sur cette histoire de prélèvement sur le budget des établissements, Oui. quelle est l'information qui a été aujourd'hui donnée sur le sujet? Est-ce que les établissements, ils ont ce niveau d'information-là? Comment ça va se passer? Est-ce que Alors tu... ça a été en fait ça a été présenté aux membres du Coréal. En fait, donc les personnes qui voilà qui sont informées, c'est celles qui constituent le Coréal. C'est-à-dire ça a été présenté en juin 2025, le mode de calcul, enfin l'idée de prélever un millième, enfin c'est un, deux ou trois millièmes. Alors il y a plusieurs enfin simulations qui ont été faites, mais même si vous prélevez que un millième de la dotation globale de tous les établissements, encore une fois, on est déjà à plusieurs millions d'euros ça dégage déjà une poche de plusieurs millions. Donc voilà, et ça a été présenté en Coréal. Donc après, comme le Coréal est coordonné par France Université, ben ensuite, et avec des représentants des réseaux de vice-présidents, encore une fois, de DSI, de DGS, etc., effectivement, c'est charge à eux de relayer cette information. Mais voilà, à ce stade, ça a été présenté à ce niveau-là. Et maintenant, en tout cas, techniquement, les choses sont prêtes maintenant, depuis le début de cette année, côté des GCIP, pour que voilà, ce soit mis en œuvre. Et l'idée, enfin, l'argument qui a été donné, c'est vraiment l'argument du donnant-donnant, c'est de dire, ben, ça permet, enfin, avec cette poche, bon, effectivement, on est conscient que c'est un prélèvement. Alors, on est dans une situation effectivement budgétaire qui est compliquée, mais pour autant, comme c'est vraiment très perlé, ça revient vraiment à quelque chose qui est relativement infime à l'échelle d'un établissement. Ça représente un impact qui est quand même très, très faible. Par contre, ça permet de financer des services, des solutions, des ressources nationales. Hein, donc c'est vraiment ça la logique qu'il y a derrière le Coréal, hein, c'est vraiment de mettre en place des politiques nationales qui sont à l'avantage de tous les établissements et qui leur permettent en retour du coup de ne pas avoir à investir dans ces actions. Enfin, en tout cas, ils savent que le ministère va mettre la main à la poche pour ça, mais charge à eux évidemment de ensuite d'utiliser ces services et d'être actifs par rapport à ces politiques. Et est-ce que tu sais à partir de quelle année ça va se faire? Sur quel budget? Ben là, ça va être dès cette année, hein, parce qu'en fait, on a fonctionné sur 2025. Enfin, les financements ont été décidés, ont été pris finalement sur des budgets des GCIP. Enfin, il n'y a pas eu beaucoup de financements lourds hein, qui ont été décidés. Là, par exemple, les livrables dont je parlais, la mesure 9, c'était un budget qu'on avait déjà. En fait, on avait déjà budgété ça dans une poche qui finance les actions numériques. Donc, on n'a pas eu besoin d'aller chercher cette poche supplémentaire. Mais là, à partir de 2026, donc ça veut dire que là, les prochains coréals où il y aura potentiellement des demandes, alors encore une fois, toutes les mesures ne coûtent pas forcément de l'argent, hein. C'est important de le dire. Il y a des mesures qui sont simplement des mesures de régulation ou de bonnes pratiques, enfin voilà, qui n'ont pas forcément un coût. Mais à partir de 2026, oui, c'est quelque chose qui sera disponible et du coup les prochains choréals qui seront organisés là cette année pourront solliciter ce fonds entre guillemets. Merci beaucoup, c'est très clair. Peut-être deux autres questions dans le chat. Une première sur les AAP, sur Oui. quelle place peut-être pour les bibliothèques dans ces appels-là? Enfin voilà, est-ce qu'il y a un rôle est-ce que toi tu identifies un rôle pour les bibliothèques dans ce cadre-là? Alors c'est vrai que dans la façon de l'intégrer, ça fait partie des discussions. Là, je les ai pas, j'ai pas repris toutes les discussions qu'on a sur les mesures enfin les recommandations qui sont remontées. Mais l'idée c'était bien effectivement que dans les appels à projets, alors qu'ils soient des appels nationaux ou qu'ils soient des appels gérés par les établissements eux-mêmes. C'est pas forcément des appels, ça peut être des appels locaux, mais c'est de prendre en compte voilà, cette logique de l'éducation ouverte dans les exigences. Et là, alors c'est vrai que là, certainement, on voit bien que, en tout cas sur la question des REL, on peut pas, habituellement, sur l'innovation pédagogique, c'est très souvent les services d'appui à la pédagogie et les services numériques qui sont associés. Et c'est vrai que il faudra peut-être qu'on le dise plus clairement
dans la recommandation que les personnels de bibliothèque ont aussi un rôle dans la chaîne. Alors évidemment, c'est en articulation avec les autres, hein. Il faut évidemment faire attention à ce que chacun soit complémentaire de l'autre. Mais c'est vrai que moi, alors, enfin, même moi, personnellement, c'est quelque chose que je n'avais pas vu quand on avait commencé le travail du groupe préfigurateur. C'était le rôle des personnels d'appui qui sont dans les bibliothèques. Enfin, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui, justement, c'est typiquement un résultat qu'on a obtenu de toutes ces consultations, c'est que finalement, on se rend compte, et même pour vous dire les choses franchement, je trouve qu'il y a plus de dynamique de votre côté que dans les services d'appui, qui, sur les questions de réel et d'éducation ouverte, bon, contribuent quand on leur demande de contribuer, mais on peut pas dire ils ont commencé à se structurer, à se mobiliser comme vous le faites autour de ça. Alors c'est peut-être lié au fait que vous avez effectivement vous capitalisé sur la culture de la science ouverte et quelque part c'est entre guillemets une suite logique pour vous, ce qui n'est pas le cas évidemment des personnels d'appui à la pédagogie qui eux ne font que de la pédagogie, donc ils n'ont pas cette culture science ouverte de la même manière. Donc je sais pas hein, si c'est ça l'explication, mais en tout cas c'est clair que c'est quelque chose qu'il faudra qu'on mette en avant dans les recommandations. Merci beaucoup. Et peut-être du coup une dernière question dans le chat qui était comment envisagez-vous le suivi des actions mises en place, des effets suite aux recommandations de la mesure 10? Alors ça c'est le rôle oui alors c'est vrai que je l'ai pas mis dans la présentation mais c'est vrai que dans le cadre c'est le rôle du Coréal en fait de faire des points réguliers sur le suivi des actions. Alors il y a évidemment le ministère qui enfin donc la DGCIP du coup qui va bien sûr faire l'objet de ces suivis mais l'objectif du Coréal alors après la question c'est après 2027 qu'est-ce qui va se passer? Pour l'instant il est programmé jusqu'à la prochaine présidentielle, on verra bien si on espère évidemment qu'il y aura une suite. Mais ça fait partie aussi des missions du Coréal, de justement, donc en fait, dans les réunions du Coréal, on a à la fois, à chaque fois, c'est des ordres du jour qui sont très denses, hein. On a à la fois la présentation des livrables, des premières mesures qui sont prêtes, on a la validation des plans d'action qui découlent des mesures qui ont déjà validé leurs livrables, et on a également le suivi d'un certain nombre d'actions. Donc, par exemple, la fusion de ABS, AMU, SINES, ça fait partie ou la mission sur la convergence là, des opérateurs numériques de ressources, ça fait partie des points qui sont régulièrement abordés en Coréal pour justement faire ce suivi. Donc c'est c'est le rôle du Coréal. Merci beaucoup. Il y a 2 minutes, il y a d'autres questions, mais sinon, je te remercie beaucoup, Luc, parce que c'était vraiment très très clair et très riche en informations. Donc, un immense merci à toi. Avec plaisir. Du coup, Yann, si ça te va, je te laisse la parole pour nous présenter ce qui se fait au SCD de Nantes sur ces questions-là. Eh bien, eh ben écoute, j'attaque. Est-ce que c'est visible pour tout le monde? C'est visible? Tout à fait. Eh ben c'est parfait. Très bien. Merci Chloé, merci Sandrine, merci Mais Luc. n'hésite pas à le mettre en plein écran si tu peux. C'est visible, mais pas en plein écran. Mais sinon, tout va bien. Mm. C'est mieux? C'est... Oui, on voit la diapositive suivante, c'est très bien. C'est très bien. Ok. Non, je dis merci Chloé, merci Sandrine et merci Luc. Donc effectivement, là, retour d'expérience sur Nantes, à la fois sur la stratégie politique de Nantes Université et ce que on fait au SCD. Ce sera sans doute une transition habile, je l'espère, vers le prochain webinaire avec le retour d'expérience des collègues lillois. Quelques éléments de contexte. L'actuelle présidente de Nantes Université, Karine Bernot, avait fait campagne en 2018 avec un mot clé qui était ouverture. Sciences ouvertes, éducation ouverte, démocratie ouverte, gouvernance ouverte. Donc c'est vrai que là, il y avait un axe politique extrêmement fort qui se comprenait aussi, alors d'abord par une appétence personnelle, mais aussi par un certain nombre d'éléments et parmi eux l'existence à Nantes d'une chaire REL et IA de l'UNESCO, pilotée par Colin de la Higuera, qu'on entend et qu'on voit assez régulièrement, principalement sur les problématiques d'IA, mais également un peu les problématiques de REL.
Cette notion d'excellence, d'ouverture, pardon, a été au cœur de la réponse à l'appel à projet nantais, à l'appel à projet excellence. Alors, nous, notre projet s'appelait Ouverture. Il n'y a pas beaucoup d'originalité, hein. Je répéterai Ouverture un certain nombre de fois. Et on a obtenu un total de 24 millions d'euros sur cet appel à projet, dont un certain nombre, j'y reviendrai après, fléchés sur l'éducation ouverte. Donc, très clairement, la politique d'éducation ouverte de Nantes Université s'est appuyée sur la réponse à l'appel à projet Excellence et donc sur la possibilité d'avoir un financement en investissement, en fonctionnement et en RH pluriannuel. Et donc ça permet de donner de la visibilité. Bien. Euh, la politique éducation ouverte s'est traduite dans une feuille de route éducation ouverte que je vais rapidement décrire. Et il faut bien avoir en tête qu'on est sur un projet qui, dès le début, a été pensé dans l'association de plusieurs services. La direction de la formation et des réussites universitaires, la DSIN, l'ESCD et la chaire Relia. Donc avec un pilotage, pour le coup, par la direction de la formation. Les 5 objectifs de la feuille de route, mais je vais pas m'appesantir parce que il est déjà tard et je n'ai que 10 minutes. Évidemment, des problématiques de sensibilisation à l'éducation ouverte, faire comprendre ce qu'est l'éducation ouverte, ce qu'elle n'est pas, et commencer à travailler finalement l'évangélisation des enseignants sur ces questions d'éducation ouverte. Former à l'éducation ouverte par la production et le partage de ressources éducatives libres et un certain nombre de politiques, hein. C'est chez nous par exemple, c'est euh, l'ouverture de ce qu'on appelle Madoc, mais qui est notre Moodle. Euh, et donc, c'est des actions de formation de sensibilisation. C'est également créer une fabrique REL. Alors, l'intitulé fabrique REL n'a pas été inventé à Nantes, hein. C'est quelque chose qui vient du Québec et notamment des collègues de Sherbrooke, les gens qui s'intéressent aux problèmes de pédagogie et à la commission pédagogie de la DBU sont bien familiers, effectivement, de Marianne Dubé et de quelques-uns des collègues québécois. Mais ce qui est intéressant dans ce modèle fabrique REL, c'est vraiment l'intrication des services avec à la fois des services de pédagogie, des enseignants et des bibliothécaires. Hein, vraiment cette idée de travailler ensemble. Et donc, ça rejoint ce que disait Luc à la fin de son propos. Et puis, c'est évidemment promouvoir le partage de ces REL dans les catalogues, dans des lieux. C'est finalement diffuser, parler, exposer les données et les REL de Nantes Université. La fabrique REL, si je descends vraiment là à l'étage en dessous, euh, c'est un certain nombre d'initiatives, des relatons, des bootcamps, des masterclass, des webinaires, la création d'un réseau d'ambassadeurs. Donc c'est toute une série d'initiatives qui, prises isolément, ne suffisent pas, mais qui, tout ensemble, visent finalement à faire en sorte que tout un chacun sache que Nantes Université a une politique d'éducation ouverte et comprenne ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Une fois que j'ai dit ça, évidemment, sur un ensemble de près de 2000 enseignants-chercheurs, ceux qui aujourd'hui lèvent la main lorsqu'on leur dit savez-vous ce qu'est une REL, sont ultra minoritaires. Mais bon, nous avons l'éternité pour nous en bibliothèque et effectivement, des politiques nationales comme Coréal vont nous permettre d'avancer sans doute plus rapidement. Euh, L'idée aussi de développer l'accès à l'enseignement supérieur, l'inclusivité, l'accessibilité numérique, l'apprentissage autodirigé, je vais pas m'appesantir là-dessus. Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité. Il y a une vraie dimension politique dans la stratégie de Nantes Université. Sans doute une dimension politique nourrie par les critiques acerbes et acides de la présidente Karine Bernot sur les... Alors, les abus d'un certain nombre d'éditeurs scientifiques autour des coûts de la documentation. Et puis parce que Nantes Université n'est pas une université qui croule sous les ressources. Donc à un moment donné, avoir une éthique de l'éducation ouverte, et c'est quelque chose d'important. Et puis c'est également proposer des espaces ouverts avec notamment un lieu au sein de la Halle 6. La Halle 6 est une ancienne halle Alstom qui a servi jusqu'au début des années 80 à fabriquer des bateaux de croisière et de guerre aussi, et qui est aujourd'hui le quartier général de la fabrique REL.
Alors, je disais, hein, des moyens RH finançables via l'appel à projet Excellence, un petit peu moins de d'1 900 000 euros sur 7 ans. Il y a d'autres crédits complémentaires qui seront mobilisés, mais vraiment les crédits d'impulsion sont là. Et une université qui a décidé, pour le coup, de se doter des moyens, hein, de ses ambitions, avec un chargé de mission éducation ouverte. Alors, en l'occurrence, une chargée de mission éducation ouverte qui est rattachée à la direction de la formation et qui est N-2 finalement d'Arnaud Guével qui est le VP formation. Alors Arnaud Guével a également participé aux réflexions nationales hein, animées par Luc sur la définition d'une politique d'éducation ouverte. Des ingénieurs pédagogiques, je rentre pas dans le détail de leur fiche de poste, mais pour accompagner principalement les différents enseignants intéressés par une démarche d'éducation ouverte. Un ingénieur numérique OpenMadoc, hein, donc Moodle ouvert, des décharges pédagogiques pour les enseignants, chercheurs, ambassadeurs. Je vois qu'il y a une petite coquille sur pédagogie, mais ça, c'est pas dramatique. Et puis, spécifiquement pour les bibliothèques, un poste de contractuel catégorie B, donc BIBAS, médiateur documentaire, donc réellement quelqu'un basé dans une bibliothèque pour partie et au sein de la L6 pour partie, j'y reviendrai tout à l'heure, chargé hein, de travailler sur euh, le paramétrage de DSpace, donc l'outil que nous utilisons pour le workflow des REL, mais également personnes recrutées pour faire le travail de signalement hein, des REL dans DSpace. DSpace, c'est l'outil et le petit nom de la base s'appelle NEO, Nantes Éducation Ouverte. Pour faire en sorte que ce soit accessible. En investissement sur des équipements immersifs, du matériel informatique, des logiciels, et puis en fonctionnement, un certain nombre de dépenses euh, plus ou moins obligatoires, évidemment, mais ce qui est, je l'ai rappelé là parce que c'est toujours utile de rappeler quand même qu'à un moment donné, une politique s'appuie sur les trois volets RH, investissement et fonctionnement. Alors, le rôle des bibliothèques dans la fabrique RED, je sais que Elise Nelson regarde ce webinaire et donc je vais rendre à Elise ce qui est à Elise. Hein. C'est principalement Elise qui a été à la manœuvre pour construire ce rôle et le pérenniser jusqu'à aujourd'hui. Euh, Plusieurs rôles finalement. Côté direction, donc à mon niveau, c'est contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la politique d'éducation ouverte de l'établissement. C'est la participation à un comité de pilotage et c'est finalement transcrire la politique de l'établissement dans le projet de service des bibliothèques. Donc nous, on a un projet de service 2022-2026 et on va commencer à travailler sur le 2027-2031. Côté département des ressources documentaires, donc l'autre nom pour le département des collections, hein, c'est le médiateur REL dont j'ai parlé juste avant, plus deux autres collègues BIBAS qui sont en mineur d'activité pour l'appuyer hein, et faire en sorte que on soit en mesure de faire face aux éventuels pics d'activité. Là, l'objectif, c'est principalement de travailler sur le signalement des ressources dans la plateforme Néo, avec un certain nombre de tâches que j'ai décrit, que je vais pas lire in extenso parce que ça n'a pas forcément de sens. Et puis, l'autre mission du département, c'est le paramétrage de Néo et son administration. Alors, l'administration est formellement faite par la DSIN, mais évidemment, on y contribue lourdement. C'est exactement la même logique que pour un SIGB finalement. Côté département formation, c'est bien entendu contribuer à la création de REL au niveau du SCD, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on considère que tous les supports pédagogiques produits par les équipes pédagogiques du SCD doivent ou ont vocation à nativement être des REL et ont vocation à être partagés, alors soit sur Néo, soit en dehors de Néo. Hein. Je pense par exemple au document sur le cycle de vie d'une REL qui a été diffusé sur le Zenodo de la commission pédagogie qui je crois est assez souvent lu. C'est également travailler à l'intégration des problématiques d'éducation ouverte dans les maquettes et finalement la, la, la formation des utilisateurs, tels que sensibiliser les étudiants dès le L1 à la notion de sciences ouvertes et d'éducation ouverte.
c'est contribuer à la politique éducation ouverte de l'Alliance Uniwell. Alors Uniwell, qu'est-ce que c'est? C'est le petit nom de l'Alliance d'universités européennes qui regroupe Nantes Université et un certain nombre d'établissements, dont des établissements allemands, et j'y reviendrai juste après, puisque l'un de nos objectifs, dans le cadre de cette alliance Uniwell, c'est la constitution d'un portail recensant et donnant accès à l'ensemble des REL des membres de l'Alliance européenne, et on utilisera pour cela le répertoire ERC, qui est un répertoire qui a été développé en Allemagne, mais qui a aujourd'hui une vocation internationale, puisque un certain nombre de pays, dont les Pays-Bas par exemple, et pas seulement, utilisent OERC. Alors ça ne veut pas dire que on n'aura pas vocation à aller exposer nos REL dans un ou des entrepôts nationaux, mais en l'occurrence, là, effectivement, comme notre université est un peu en avance de phase par rapport à Coréal, il y a de temps en temps des petits écarts. Bon, mais rien de bien méchant. Et puis, il y a une quatrième structure interne au SCD qui participe à la fabrique REL. C'est le département Archives, Culture et Patrimoine, puisque c'est notamment Tulia Clavezer, une de nos archivistes, qui a, avec Élise et Chloé Duquesne, contribué à rédiger le document sur le cycle de vie des REL. Alors je précise que la notion de cycle de vie d'une REL n'est pas forcément évidente, hein, puisque par définition, une REL n'est pas un produit fini. Donc il y a une petite difficulté presque épistémologique, mais on a réussi à résoudre la quadrature du cercle. Quelques petits retours d'expérience à chaud, et ça va m'amener à la conclusion de mon propos. Quelques petits retours d'expérience à chaud. Alors c'est vrai qu'en 10 minutes c'est très très court, hein, mais bon, vous allez voir, je ne vais rien révolutionner. Évidemment, gérer l'articulation des temps politiques et des temps opérationnels. Le VP, sa durée de vie, c'est 4 ans. Et il y a une élection à la présence de l'université à la fin de l'année. Je ne sais pas si Arnaud Guével sera candidat à quelque chose, ni comme président, ni comme VP. Mais en tout cas, le VP, lui, souhaite effectivement que quelque chose soit montrable, utilisable, valorisable le plus rapidement possible. Et les temps opérationnels, c'est le temps opérationnel de la constitution d'un dossier pour répondre à un appel à projet. C'est le temps d'attente de la réponse de l'appel à projet, c'est le temps de la mise en œuvre des répartitions budgétaires, c'est le temps de l'alignement managérial des différents services concernés, c'est beaucoup de choses, et effectivement, dans l'articulation des temps politiques et des temps opérationnels, il y a la gestion des impatiences et des exaspérations. Donc ça, c'est quelque chose que on connaît tous à un certain niveau dans les bibliothèques universitaires. Mais là, sur cet objet-là qui était vraiment mis en avant et mis en exergue par Nantes Université, ça a sans doute été quelque chose de particulièrement prégnant. Gérer l'interservice, alors c'est pas toujours simple, hein, l'interservice, parce que l'interservice, ça implique de savoir dépasser finalement les logiques de silo, les logiques de territoire, et sur certains projets, on peut être plusieurs à estimer être légitimes pour porter ou pour piloter. Alors, sur la question de l'éducation ouverte, il n'y a pas eu trop de difficultés parce que le SCD n'était pas en mesure, il y a 3 ans de ça, de prendre en charge l'éducation ouverte. On pilote déjà la science ouverte, on ne pouvait pas tout faire. N'empêche que ça veut dire là aussi mettre en place les mécanismes de travail ensemble, COPIL, COTEC, groupe de travail, les mécanismes de régulation, les mécanismes d'échange, les mécanismes d'arbitrage entre différents services. Faut pas le négliger, hein, d'autant plus que j'ai parlé des temps opérationnels juste avant. Ces temps opérationnels sont pas toujours exactement les mêmes. Le SCD peut être euh, prêt pour travailler dans Neo, mais si la DSIN n'a pas mis en place, par exemple, la dernière version du formulaire de dépôt d'une REL dans DSpace, pas faire grand-chose. Autre petit retour d'expérience rapide, gérer l'inter-établissement. Alors nous, en l'occurrence, Uniwell, Louvain et Québec. Alors Uniwell, je vais l'évacuer très très vite parce que ça démarre juste maintenant, donc j'ai pas encore matière à faire un retour. Avec Louvain et avec Québec, on est vraiment sur 2 partenaires forts de Nantes Université. Donc c'est qu'est-ce que l'on arrive à faire en termes à la fois de récupération de procédures, de processus et de retour d'expérience, mais également
en termes de projection sur des dossiers communs. Typiquement, le modèle de la fabrique REL, il a été travaillé et importé à Nantes avec les Québécois. Le travail dans DSpace, c'est plutôt effectivement quelque chose que l'on va envisager avec les retours d'expérience de Louvain. Gérer l'interdépartement au sein des bibliothèques, hein, vous voyez, j'ai cité tout à l'heure les trois départements qui étaient concernés par ça. J'aurais sans doute dû rajouter également le département appui à la recherche et système d'information, puisque autour du système d'information, il y a d'une part la question de la charge de travail des informaticiens du SCD, et pas simplement celle de la DSIN, et puis il y a également, ça a été évoqué tout à l'heure comme perspective, la question de l'interfaçage entre Néo et le catalogue des bibliothèques de Nantes Université. On ne l'a pas encore fait, pas parce qu'on n'a pas envie de le faire, c'est bien dans notre feuille de route, mais c'est que on est encore dans l'après-réinformatisation dans Folio, et donc il y a encore deux, trois petits dossiers à traiter, sinon ce serait pas forcément drôle. Réussir les doubles localisations et les intégrations, la médiatrice REL dont je vous parlais tout à l'heure est pour 70% de son temps à la BU, 30% de son temps à la Fabrique REL, et pour 50% de son temps en bibliothèque de droit, 50% de son temps à la L6. Donc il y a une dimension un peu grand écartement et presque schizophrène qu'il faut avoir parfois. Et donc il faut nécessairement avoir des gens bien outillés, bien positionnés, bien accompagnés pour finalement qui sachent quoi faire à tel endroit et à tel moment et ne pas quoi faire à tel endroit et à tel moment. On commence à le gérer, mais c'est quelque chose qui a clairement pas été évident au tout début, mais sans doute avec également des incompréhensions sur la fiche de poste de cette médiatrice REL. Sans doute peut-être à un moment donné cette idée que bah, finalement les métadonnées c'est simple, on appuie sur un bouton et ça marche. Mais en fait, bon, nous bibliothécaires savons que c'est un tout petit peu plus subtil que ça. Un enjeu autour de la montée en charge, c'est évident que dans un premier temps, on va parler de REL en unités ou en dizaines, c'est faisable, c'est gérable, on sait faire. Lorsqu'on commence à industrialiser l'accompagnement des enseignants sur de la production de REL, ça veut dire également être capable d'industrialiser bah, toute la chaîne de traitement. On n'en est pas là côté Nantes, mais on sait que c'est quelque chose auquel on va devoir se confronter un jour. Et vraisemblablement, qu'à un moment ou à un autre, devra se poser la question d'affecter davantage de temps de travail, alors en mineur d'activité ou en majeur d'activité, sur le signalement et le traitement catalographique des REL. Comment, dans quelle temporalité, ça c'est quelque chose qui effectivement est aujourd'hui devant nous et nécessairement que les préconisations de Coréal, nécessairement que le travail côté ABES sera regardé avec précision parce qu'on ne fera pas les choses dans notre coin. Et puis, je vous ai dit, on était sur un financement sur 7 ans. Il y a nécessairement un moment donné où les financements s'arrêteront. Alors j'ai découvert avec intérêt effectivement la proposition Coréal de mettre à disposition de l'Université de Nantes 3 millièmes de la subvention pour charge de service public de l'ensemble des établissements de France. Hein. Je crois bien que c'est ça que tu as dit, Luc. Non, au-delà de la boutade, c'est évident que les crédits sur appel à projet sont des crédits d'amorçage et que après il faut réussir à rentrer dans un financement pérenne courant. Et là, il y a quelque chose à anticiper. On l'a vu sur des financements, par exemple, sur d'autres appels à projets ou sur des financements comp, par exemple. À la fin du financement, qu'est-ce qu'on fait des emplois? Et si on doit arrêter les emplois, ben, comment est-ce qu'on continue des missions? Hein. Et la réponse, souvent, c'est ben, on arrête les missions. Donc, un dossier comme l'éducation ouverte devient finalement de facto, ça a été dit en introduction, une mission courante des bibliothèques et des universités. Donc, il faut effectivement avoir un modèle de financement qui soit un modèle de financement pérenne et continu, et pas soumis à l'arbitraire d'une réussite, un appel à projet. En tout cas, un grand merci Yann. Je pense que c'était vraiment super intéressant d'avoir ce retour d'expérience qui montre bien aussi la diversité des champs dans lesquels les bibliothèques peuvent intervenir, aussi bien, on va dire, sur le signalement que en tant que producteur de REL. Et justement, ça sera vraiment notre angle pour le webinaire de jeudi, qui sera les bibliothécaires producteurs de REL et comment est-ce qu'on peut faire.
Donc voilà, un grand merci à toi. Je laisse les questions dans le chat, voilà, arriver si jamais il y en a. Sinon, je vous remercie tous énormément, Sandrine, Luc et toi, d'avoir participé à ce webinaire. Voilà, et puis je donne rendez-vous à tous ceux qui le souhaitent jeudi pour le deuxième webinaire, plutôt sous l'angle très opérationnel, là, comment produire des règles en bibliothèque, puisqu'on a compris avec la présentation de Luc que l'idée de la mesure 10, c'était aussi de faire entrer les règles dans les stratégies d'établissement. On a vu avec de Yann comment ça pouvait marcher, donc voilà, après le webinaire de jeudi, on pourra tous s'y mettre. Voilà.